Bonjour à toi, cher spectateur, attendant chaque film sur un super-héros ou un comic books avec impatience. Et nous voici de retour, à peine quelques semaines après Infinity War, pour parler de Deadpool 2, réalisé par David Leitch. L'histoire de Deadpool 2, Wade Wilson, dans la peau de Deadpool, est devenu un mercenaire qui est prisé par tout le monde. Il bute à tir-larigot toutes les pires racailles de la planète. Mais ça va lui attirer des ennuis qui vont bouleverser sa vie et vont l'inciter à devoir complètement repenser son modèle de famille, d'amitié, de motivation et de super-héroïsme. Je resterai très vague. Parce que dans la bande-annonce, on ne voit pas quel est le gros retournement de situation, et c'est, entre guillemets, important de ne pas connaître ce retournement, je pense, pour voir le film. Renan est de retour, à peine quelques semaines après avoir parlé timidement mais avec justesse de Infinity War. Comment vas-tu, Renan? Ça va très bien. Ça va très bien. Prêt à parler de Deadpool. Prêt à parler de Deadpool. Alors, avec la promo que s'est tapé Deadpool 2, mise en scène en grande partie par Ryan Reynolds et son envie d'abuser un petit peu du personnage, on pouvait se dire, est-ce que la promo du long métrage allait pas être meilleure en fait que le film en lui-même? Parce que si sur le premier long métrage j'avais réussi à trouver quelques idées un peu intéressantes, là, entre les bandes annonces qui n'étaient pas vraiment des bandes annonces, qui étaient plus des teasers masqués par des envies de Ryan Reynolds de faire le guignol, plus le clip de Céline Dion, plus la blague avec David Beckham, et tout ça acheminé, à la sortie du film où on se disait vraiment, est-ce que ça allait pas être un petit peu décevant? Et c'est à ce moment-là que je me tourne plein de mystères vers toi, Renan, et que je te demande, qu'est-ce que tu as pensé de Deadpool 2? Eh ben j'ai pensé à peu près la même chose que le premier, c'est que c'était très très fun. On rigole de bout en bout, en fait, du début à la fin. Il y a des conneries absolument partout. Ça sait rester sérieux en même temps quand ça doit l'être. Et en fait, tout le film est vachement aussi bien foutu que le premier. En fait, je pense que c'est l'impression que j'en ai. J'ai fini le film, je me suis dit bon bah c'était comme le premier. J'ai pas eu de voilà aussi bien, ni moins bien, ni moins mauvais. Enfin, il n'y a pas trop de différence sur le ressenti en fait. Donc du coup, pour le coup, on est sur une suite qui est très fidèle à ce qu'on attend d'une suite en fait dans une saga. Faudrait-on trouver une vraie suite intéressante? Oui, je pense. Non mais oui, non mais c'est pas une blague en plus, c'est que au final Deadpool 2 s'avère être un long métrage qui a des ambitions extrêmement différentes du premier film de Tim Miller, à la fois en restant un petit peu dans l'esprit, mais en parvenant à la fois à en faire plus. On verra, mais peut-être un petit chouïa trop, ce qui amène quelques défauts au long métrage, autant pour le meilleur que pour le pire. Mais c'est un film au moins qui sait rester fidèle au personnage, quitte à abuser un petit peu de celui-ci, à en faire des caisses, à en faire plus un comic relief que le vrai personnage central du long métrage, parce que on pourra en parler des heures, mais j'ai l'impression que Josh Brolin a décidé de voler la vedette à tous les films de super-héros et de dire bonjour, c'est moi le vrai personnage central de Infinity War et de Deadpool 2, les autres personnages mettez-vous sur le côté, parce que très honnêtement, encore une fois, il vole un petit peu la vedette au super-héros central et arrive à imposer un personnage qui est captivant. Mais passons, le film a le mérite d'être beaucoup plus intéressant en termes de création et de mise en scène que l'était le premier film, qui était un petit peu un melting pot de tout ce qu'on voyait à l'époque dans les films de super-héros, sans arriver forcément à les transcender, mais en réussissant à s'équilibrer. Et on sent en fait que là, il y a une envie qui est beaucoup plus délirante de la part des auteurs de vouloir abuser, entre guillemets, du personnage, quitte à en faire beaucoup trop et quitte à carrément en faire un souffre-douleur presque. J'ai limite eu la sensation des fois que on était en train de voir Sam Raimi en train de déboîter la gueule à Bruce Campbell dans les Evil Dead ou dans tous les films où il se Mais pointe. il y avait déjà ça dans le premier, mais pareil En plus soft. en plus soft. Là, Deadpool en prend mais plein la gueule du début, mais tout le temps en fait. Mais non, Et mais puis c'est gore en plus à chaque fois. c'est complètement fumé, mais on est limite sur du Bip Bip et Coyote où on a l'impression que Cable c'est Bip Bip et que Deadpool c'est Coyote et qui s'en prend plein la gueule constamment, mais qui se relève et qui continue à essayer de le courser, à l'arrêter. Enfin, il y a un vrai délire entre guillemets qui veut jouer sur une base de comédie qui soit à la fois très classique et en même temps qui utilise des codes de cinéma de super-héros qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de Même, registre. je trouve que justement ils ont joué avec ces codes-là, ils les ont pareil poussés. C'est un peu comme Fast and Furious pour le film d'action en fait, où Fast and Furious va exagérer tout jusqu'à carrément balancer des voitures d'un Jusqu'à avion, faire le etc. set, voilà. Et là, pareil, en fait, Deadpool va te balancer à la tronche en fait tout ce que tu vois dans un film de super-héros, mais fois 1000 en fait. Et à chaque fois, dans un film de super-héros, tu te dirais mais c'est abusé et tout, et sur Deadpool ça passe nickel parce que du coup on sait que c'est du délire et que c'est le but du film quoi. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. Et du coup il y a pas de retenue en fait. Et finalement ça fait du bien.
Parce qu'on sent beaucoup maintenant que s'ils en font trop, ça gueule, s'ils en font pas assez, ça gueule, et du coup ils sont toujours, tous les films de super-héros sont toujours, ça se voit avec les Marvel qui sont toujours très formatés les uns par rapport aux autres. Et étonnamment, celui-là reste un Marvel. Et celui-là reste un Marvel, mais du coup, il garde cette espèce de format un petit peu classique, mais en explosant un peu tout, en faisant des références. Bon, il y a toujours le quatrième mur qui n'existe pas, mais que pour Deadpool d'ailleurs. Que pour Deadpool. Il y a les autres personnages aussi, peut-être pour sa copine aussi. Oui, vaguement. Vaguement, Quelques moments, mais c'est ouais. vraiment. Mais sinon, ouais, on est vraiment dans un schéma classique, mais qui est complètement déconstruit pour être vraiment mis à fond. On cherche pas vraiment à se retenir sur quoi que ce soit sur les gags, sur le gore, sur l'action. Il n'y a pas de retenue à aucun moment du film en fait. Mais parce qu'en fait, j'ai vraiment cette sensation que la Fox, avant le rachat de Disney, parce que le film s'est fait vraiment dans le rachat, en plein milieu du rachat, ouais. comme on en parlait, et je pense que la Fox avait décidé à ce moment-là de dire, tant pis, on sait que Disney va nous racheter, on sait qu'après on va être bridés, ils vont nous coincer, on va leur en foutre plein la gueule, et du coup on va balancer 2 films qui vont les obliger à respecter le fait que oui, on peut s'éclater, oui, on peut faire du gore, oui, on peut faire du moins de 12, voire du moins de 17 aux États-Unis, et quand même livrer un film intéressant. Du coup, je pense que la Fox a dit, bon bah on va leur bombarder à la gueule Logan et Deadpool 2, après ils vont plus avoir grand chose à nous dire, et ils pourront pas nous reprocher au moins de tenter des choses. Après Disney, bon c'est une critique qui est faite beaucoup sur Disney édulcore un peu tout, mais je pense que justement ça peut être l'occasion d'avoir la licence Deadpool, de la garder telle quelle quasiment, parce que de toute façon on peut pas la faire exister en même temps que les... Enfin ça serait n'importe quoi. Et du coup je pense qu'ils pourraient garder la licence même sous le giron Disney, et justement pouvoir, grâce à cette licence-là, péter leur image de ouais on est Mickey, on est... Parce que finalement c'est leur reproche qu'on fait tout le temps. Ah bah oui. Il y a que de rares occasions qu'on leur a reproché, qu'on leur a dit qu'ils arrivaient à dépasser cette image-là. Ouais. D'ailleurs, il y a même au début du film, ils se foutent un peu de la gueule de Disney en disant oui, c'est un film familial. C'est un film familial et ça commence comme tous les bons films de famille avec un gros meurtre bien gore. Voilà, c'est la réplique dès le départ. C'est une des premières phrases du film, je crois. Et ben je te propose qu'on attaque tout de suite au niveau de l'écriture. Donc Ryan Reynolds a décidé de se mêler à Rhett Reese et Paul Wernick, qui étaient déjà les 2 auteurs du premier long métrage et également qui entre-temps avaient fait Life aussi avec Ryan Reynolds. On sent que Wernick et Reese, ils ont envie ici de pousser le personnage le plus loin, et en même temps on sent un petit peu qu'ils ont eu peur de trop en faire. Je sais pas si ça t'a eu cette sensation, mais il y a eu des moments où on sentait que la structure du scénario était très simpliste. C'est ce qu'on faisait la réflexion dans son déroulé. En fait c'est Terminator 2 mais version Deadpool, c'est-à-dire que c'est plus con mais ça s'assume, et derrière ça on sentait qu'ils avaient pas envie d'en rajouter plus, qui se sont dit on a déjà ça. Sur le premier c'était juste une histoire de vengeance un peu pourrie sur fond de romance bien décalé. Là on va se la jouer faux film de famille, en mettant une histoire un peu à la Terminator 2 par-dessus, en étant juste gore comme il faut, mais on sent qu'ils ont eu peur. Moi j'ai un peu eu cette impression par moment. Ah, je suis pas sûr. Je pense que justement, alors après c'est peut-être l'intervention de Ryan Reynolds qui fait ça. Je pense qu'ils ont voulu faire un scénario relativement simple pour pouvoir vraiment après aller dans le délire un peu tout autour. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le film, si on enlève tout le côté délire, etc., le scénario pourrait tenir sur un épisode de série télé de 40 minutes, quoi, quasiment. Mais en fait, il est étiré par ces moments d'action qui sont parfois qui peuvent être très longs, moins longs que... C'était la séquence de l'autoroute, je crois, dans le premier, qui était super longue. Bah ouais, mais elle était éparpillée tout au long du film. Voilà. Donc résultat, ça coup, semblait pas si long là, que ça. Là, il y a quelques scènes d'action qui sont très longues. Là, pour moi, j'ai trouvé que la fin s'éternisait un petit peu. Oui. La séquence de fin. Parce que justement, il y a un et, délire dans la séquence de fin, j'en dis pas plus, mais il y a un délire à ce niveau-là, mais qui est redondant en fait. Et au bout à la fin, tu dis bon, bah ça va, c'est bon, stop. et justement, je pense que ils ont voulu écrire un truc simple pour pouvoir partir dans un délire complet. Et je me demande si c'est pas Ryan Reynolds qui a poussé pour faire ça. Et justement, j'allais rebondir là-dessus. Ils ont été obligés de se retenir un petit peu sur le scénario pour pouvoir laisser la place un peu à l'humour. Ah non, mais à mon avis, à la base, le scénario devait faire 1h20 tout assez. Ils avaient dû caler une structure qui allait vraiment à l'essentiel. Et je pense que Ryan Reynolds s'est pointé et a fait ok, elle est bien, votre histoire. Maintenant, on va rajouter des petites blagues au milieu. On va rajouter des gags. On va faire en sorte que les personnages ils s'entremêlent, ils fassent des conneries ensemble. Et ensuite, seulement, ça va prendre une logique. Par exemple, c'est bête à dire, mais on sent que par exemple la formation de la X-Force est uniquement là pour créer un gag. Voilà, c'est ça, c'est un gag et qui est est démonté tout de suite après. C'est ça. Dès la première intervention, ce gag est complètement démonté tout de suite et finalement il y a juste un personnage
qui sert à quelque chose, le reste, pouf. Et bon, je vais pas dire pourquoi. Parce qu'il faut garder la surprise. Il faut garder la surprise. Là, il faut garder la surprise, mais du coup, ouais, il y a de la scène, il y a certaines scènes qui sont vraiment là que pour le LOL, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais cette séquence-là, moi, j'ai trouvé extraordinaire quand même. Parce que c'est une construction qui dure quand même un bon quart d'heure, où il y a un casting, où ils te font passer devant des personnages, où t'as les gens dans la salle qui est en train d'applaudir parce qu'ils les voient intervenir. Et ensuite, ils en ont rien à foutre, ils posent leur séquence, et bim, voilà, t'as la chute. Même la séquence qui démonte après celle-là, elle est absolument géniale. Eh oui, c'est extraordinaire. Il y a un caméo d'ailleurs à ce moment-là, bon, là je le dis pas. Oh non, mais oh là là, il est vraiment fantastique ce caméo. Ce caméo est génial, ça dure une fraction de seconde. Il faut le coller, faut le coller, mais c'est juste énorme. Mais vraiment, moi je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit c'est. Ah non, mais il y a plein de petits trucs comme ça où ils ont géré quand même. Il y a beaucoup plus de références à la pop culture que c'était le cas dans le premier long métrage, ou dans le long métrage, dans le premier c'était plus un gag de Ryan Reynolds qui se foutait un peu constamment de sa gueule. Du genre, ne faites pas le costume vert ou en image de synthèse, où tu revoyais la figurine du premier de X-Men Origins où on voyait lui en Deadpool. T'avais plein de petits gags comme ça qui étaient plus là pour un peu se foutre de la gueule de lui-même et montrer que il avait galéré à faire le perso, mais que voilà, il avait enfin arrivé à le faire. Là, du coup, dès le début, on a une autre forme de gag qui se pose dans l'écriture. C'est un gag qui consiste à se moquer de l'autre. Et l'autre, c'est Hugh Jackman. Mais et Logan. Il se moque de l'autre, mais il se moque aussi de l'industrie en général. Il y a plusieurs gags, bon c'est pas un spoil, mais il y a plusieurs gags. Il y a des gags sur Marvel. Sur le fait que ça soit une image, qu'il y ait de l'image de synthèse partout. Il y en a, mais distillé partout dans le film. Sur pareil l'écriture de scénario, sur genre un moment les scénaristes se sont pas foulés, ou les scénaristes se sont pas foulés et tout, et finalement les blagues sur lui-même il les a gardées pour le post générique quasiment en fait. C'est ça. Puis il y a plein de blagues aussi sur Marvel Studios, sur le vrai Marvel Studios. Sur Marvel Studios, sur toute en gros sur tout ce qui est gros blockbuster. Entre tu te calmes Thanos. Ah oui non mais ça je l'attendais, je me suis dit, ça arrive vachement tard dans le film en plus. Est-ce que je pense qu'ils l'ont vraiment gardé sous la main juste pour l'utiliser au bon moment? Je me demande même si c'est pas un reshoot rapide. Ça se trouve, ouais. Mais ça se trouve, ça a peut-être été rajouté après. Vu qu'en fait il a son masque et qu'on peut entre guillemets lui rajouter un petit peu la ligne de dialogue qu'on veut par-dessus, ce serait un peu étonnant qu'il soit dit mais c'est vrai Josh que tu t'es fait question Thanos. Mais oui, je pense, à mon avis c'est un rajout vocal après coup parce que c'est pas. Enfin c'était vraiment. Moi de toute façon dès le début du film je fais décidément Josh Brolin il fait. Il fait des méchants tout le temps chez Marvel. Il est partout. Mais du coup, ouais, en fait, ce qu'on arrive à faire ressortir là, c'est que malgré la simplicité en fait d'écriture, malgré les éléments très classiques de composition des personnages, de l'ensemble dramatique, de toute l'avancée en fait de l'histoire, ce qui compte en fait, c'est que ces scénaristes, ils ont compris qu'ils avaient un matériel qui était un petit peu classique, mais que ce qui faisait l'essence même de ce matériel et la force de celui-ci, c'était un personnage. Et ce personnage-là, en plus, Ryan Reynolds a tellement décidé de l'embrasser. Je sais pas si vous savez, il a quand même acheté le costume du premier film parce qu'il avait envie de faire des conneries à côté tout seul chez lui et de se taper des barres à faire des vidéos pour sa propre chaîne YouTube. C'est quand même atteindre le stade où le mec se prend un espèce d'ego trip où il se dit le costume, il est à moi, c'est mon personnage. Et où là, résultat, ça donne la liberté à un acteur de vraiment s'éclater et du coup de carrément prendre la main sur le scénario et dire ok, votre scénario il est bien les cocos, mais j'ai envie d'en rajouter une couche. J'ai envie de m'approprier un peu plus le personnage, et pas uniquement pour me foutre de ma propre gueule, comme c'était le cas sur le premier, mais aussi pour montrer qu'on peut s'amuser avec un personnage et qu'on peut le pousser un petit peu plus loin que simplement rester en surface. Et rien que dans cette optique-là, moi je trouve que c'est ok, c'est classique, mais au moins ça a le mérite d'être vraiment presque fantastique, je trouve, dans cette industrie ça marche très bien. d'aujourd'hui. C'est vraiment efficace. Ouais, comme je disais, le fait de rajouter cette couche de fun autour, ça cache un peu le classique et du coup ça rend le film super agréable à regarder et finalement c'est pas un reproche qu'on peut lui faire le fait que ça soit classique. Il y a beaucoup de films où même si c'est enrobé on se dit ouais mais finalement Avatar c'est Pocahontas et c'est un reproche qu'on va lui faire tout le temps parce que oui le scénario est vraiment trop proche et il n'y a pas il y a pas un ton qui vient se mettre par dessus qui vient cacher ce fait là tu vois. Et alors que là, sur Deadpool, le fait que ça soit sur un ton complètement second degré. Complètement second degré, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. On sait que c'est un scénario qui est déjà vu, mais ça passe comme une lettre à la poste. Oh oui. Du coup, mise en scène, David Leitch, auteur notamment de Atomic Blonde et de John Wick, premier du nom.
C'était ça la blague que j'ai pas comprise. Ah, la fameuse blague avec le C'était générique ça, la où blague. tu as marqué réalisé par un des deux mecs Voilà, qui a c'est buté ça. le chien de John Wick. Voilà, c'est ça. Celle-là, je l'ai pas saisie parce que j'ai pas vu John Wick. Donc du coup, j'ai pas compris. Et donc du coup, David Leitch, ça faisait craindre à beaucoup de personnes en fait que le style de David Leitch prenne un peu trop de place sur le film, parce qu'en fait David Leitch a une esthétique qui consiste malheureusement à un peu homogénéiser l'image. C'est-à-dire qu'en fait, il fait du monochrome. Je sais pas si vous vous souvenez du tout premier teaser qu'il y avait de Deadpool quand il était dans la cabine téléphonique et qu'il sortait pour aller sauver quelqu'un mais qu'il arrivait trop tard. L'image avait gêné beaucoup de monde parce qu'on était sur une image qui était quasiment verdâtre et du coup le costume de Deadpool paraissait limite bordeaux que vraiment rouge pétant. Ouais. Et les premières bandes annonces qu'il y avait étaient un petit peu dans ce même esprit, ayant tendance à un petit peu trop montrer un film qui était trop monochrome. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, en fait, c'est pas du tout le cas. Le Non. film est hyper coloré. Ouais. Et ça marche du feu de Dieu, quoi. Enfin, Mm. c'est... Il a joué un peu. Je pense qu'il a joué quand même. Il s'est foutu de sa propre gueule sur la fin. Mm. Sur la fin, j'explique pas pourquoi, le costume de Deadpool se retrouve noir et blanc. Oui. Non, Et mais... en fait, je suis persuadé du coup maintenant que tu dis ça que c'est fait exprès. Oh, ça serait pas étonnant. Ça sera Que pas il étonnant. joue, il Même sait- si il tu regardes sait que toute c'est la son- séquence de fin est un petit peu monochrome, et c'est souhaité, on sent. Mais c'est souhaité, ne serait-ce que par ce qui est dit dedans. Mais je pense qu'il y a justement ce jeu. Il doit savoir que son style, il aime bien les couleurs un peu ternes et du coup il a dû. Ou c'est peut-être Ryan Reynolds qui lui a Ou dit c'est vas-y, peut-être Ryan vas-y. Reynolds qui lui a dit de faire Il le coup. produit, je crois aussi. Ah oui, oui, Ryan Reynolds. Je pense qu'il lui a dit produit. vas-y, tiens, c'est rigolo, vas-y, fais ça. Et je pense qu'il a dû. Bon, après, c'est du gag, c'est une forme de gag privé de joke, quoi. Plus Oui, que... voilà. Il y a que ceux qui connaissent un petit peu le style de Leitch qui vont arriver à le gauler, celui-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a une vraie dichotomie par rapport au premier long métrage qui était, et ça on en parlait, qui reposait énormément sur des images de synthèse. La faute à une certaine ambition de la part de Tim Miller qui matchait pas forcément avec le budget du film, qui était que de 60 millions de dollars à l'époque. Je crois qu'on est sur un budget qui avoisine quasiment les 120, 130 millions de dollars, donc on est quasiment sur le double. Et ça passait bien, quand même, Ah c'était oui. bien fait. Non, ça passait bien dans le premier film. Mais on sentait qu'il y avait cette limitation, notamment sur cette fameuse scène sur l'autoroute. sur l'autoroute où C'est on surtout sentait que Colossus. c'était sur fond vert une C'était bonne surtout partie du temps. Colossus qui se voyait vraiment. Il y avait aussi Colossus qui se voyait Là, vraiment. ils ont terni un peu, ils ont donné Bah, ils ont travaillé les persos, quoi. ils ont travaillé les textures et tout des personnages et c'est plus réaliste. Il y a Juggernaut qui m'a un peu gêné. Mais... Ouais. Mais là, du coup, on sent que par le biais de ça, David Leitch, qui est un cascadeur à la base, qui a bossé notamment avec Keanu Reeves sur le premier Matrix, on sent que il s'est éclaté et que du coup ça a complètement matché avec Ryan Reynolds. On en parlait, le vrai souci qu'il y avait c'était que Tim Miller voulait reprendre la main sur le deuxième film, mais que ça matchait pas avec les envies de Ryan Reynolds qui voulait vraiment arrêter un petit peu de faire l'image de sa thèse. Et justement je pense que, comme je te disais, je pense que c'est pour ça que constamment tout au long du film il arrête pas de dire ah regardez ça c'est pas de l'image de synthèse, ça c'est de l'image de synthèse, ça c'est pas de mais l'image de synthèse. il le fait je pense parce que de toute façon le film ne permet pas de le faire sans. Oui, de toute voilà. façon, et du coup il en joue. Et constamment tout le long du film, il y a cette envie de la part de David Leitch de vouloir utiliser des effets plateaux, notamment dans cette fameuse course-poursuite en bagnole, qui est quand même entièrement faite en live. Il y a quasiment aucun fond vert dessus, ou très peu, Ouais. et ça claque. C'est vraiment hyper bien fait. Vraiment. Il y a vraiment une envie de la part de David Leitch de s'éclater avec ses personnages et de pas uniquement en faire un film d'action où... Enfin, la seule grosse séquence de baston où David Leitch n'a pas pu se servir de vrais acteurs, Ryan Reynolds se dit et voilà la grosse baston en image de synthèse. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que du coup, il fait, bon, encore une fois, grâce à l'image de synthèse, il fait un peu ce qu'il veut de sa caméra, et ça donne parfois des moments un peu vertigineux. Moi, il y a un moment où je crois qu'il est à l'envers sur une voiture, et du coup, il regarde. On a la caméra clairement qui est renversée, et puis au bout d'un moment, il se retourne, et la caméra se retourne. Je me souviens à ce moment-là, et pourtant, c'est pas en 3D. J'ai eu un moment de waouh. C'était vraiment, on est vraiment pris dedans. Il joue vraiment avec sa caméra, même sur le moment où la nana elle avance toute seule. Puis il y a tout qui se passe autour d'elle. T'as un moment où la caméra part dans tous les sens, et c'est super bien fait, je trouve. Mais je pense qu'il y a une vraie passion de la part de David Leitch de montrer en fait que derrière toutes les images de synthèse, tous les effets plateaux qu'il peut y avoir, il y a avant tout des personnages, et que ces personnages, il faut les mettre en avant. Et du coup, il s'éclate justement à mettre en avant ces personnages par le biais d'effets de mise en scène qui consistent à jouer avec la place de ceux-ci dans le cadre et pas uniquement avec le cadre en lui-même. Et il y a toutes ces petites idées-là en fait qui montrent que
aujourd'hui à Hollywood, il y a quand même quelques mecs qui arrivent à se frayer un chemin et qui ont envie de faire un petit peu plus que simplement voilà faire des longs métrages, je sais pas, mais où il y a des effets de montage qui sont un peu bordéliques ou c'est con à dire, mais au moins avec des mecs comme David Leitch, on se retrouve pas avec des films de super-héros un peu insipides où on a la sensation qu'il y a aucune patte d'auteur. Où là, il y a vraiment une identité, quoi. Tu peux dire, ce film-là, il est fait par David Leitch parce qu'au moins, il y a un travail de cascadeur, il y a un travail de mouvement, il y a un travail de jeu avec les personnages dans le cadre, il y a tout ça. Et d'ailleurs, encore par rapport au premier, sur le premier, Deadpool était souvent tout seul ou avec un autre perso. Il y avait très peu de réunions de personnages. Et là, il y a beaucoup de scènes où il se retrouve à 5-6 même dans une toute petite pièce ou des trucs comme ça. Et ça change vraiment, en fait. On sent qu'il a envie... En fait, c'est un mini Avenger complètement déconstruit. La mais X-Force. c'est la X-Force, mais il y a pas que la X-Force d'ailleurs. Il y a même comment il s'appelle, Dopinder, avec qui m'a fait mourir de rire celui-là. Mais en gros, ouais, c'est une espèce de. Il y a des moments de scène où les personnages sont regroupés dans une pièce à parler. Bon, ils racontent quasiment que des conneries. Mais du coup, ça fait un peu l'effet Avengers dont on parlait pour Infinity Wars, où justement, dans le premier Avengers, on avait souvent cette réunion autour d'une table où les personnages parlaient, qui servait du coup au développement d'ailleurs de leur personnalité. Et là, on retrouve un peu la même chose, mais dans le côté complètement délirant. Avec cette fameuse scène de casting qui je trouve est hyper bien mise en scène parce que du coup on est dans un sacré décalage, c'est limite du X-Factor tellement ils sont en train juste de les regarder et quel est ton talent du coup. C'est exactement ça. Non mais c'est génial je trouve d'avoir un auteur qui s'approprie autant l'univers qu'on lui confie pour aller un petit peu plus loin et en même temps s'amuser à faire des gags et rester fidèle à son style qui est de faire du cinéma d'action. Et savoir rester fidèle aussi au film précédent. Au premier film, ouais. Ce qui, comme tu me le disais, était une complexité lorsqu'on voit que certains longs métrages n'arrivent pas à se créer une espèce de lignée. Et je sais que tu penses à Ryan Johnson et tu sais que je ne pense pas comme toi. Ouais, mais moi c'est le sentiment que j'ai eu en sortant. Mais... au niveau du casting, est-ce qu'il y a encore besoin de dire que Ryan Reynolds s'éclate à jouer Deadpool? Non, je pense pas, ça se voit. Je pense pas, ça se voit. Même dans les bandes annonces. Ça se voit, que ce soit dans les bandes annonces, les moments où même il parle au public, on sent que. Enfin, il s'amuse. Mais tous, hein, je pense. Tous. Non mais oui. Que tu sortes Josh Brolin. Même Josh Brolin, il exagère un tout petit peu son personnage. Mais juste comme il faut. Pas trop. Pour en faire un badass, mais un tout petit peu pour faire. Il fait badass, il fait un peu kitschouille sur le moment, justement parce qu'il exagère un petit peu, et ça passe très bien, et on sent que tout le monde s'éclate dans ce film, même les personnages secondaires. Zazie Beetz, Leslie Uggams qui joue donc Blind Al, l'aveugle. Oui. Sa petite femme. Sa petite femme. Même Julianne Dennison qui, personnellement, je pense, a été castée pour faire un espèce de petit clin d'œil grossier à Hugh Jackman et à sa filiation père-fille dans Logan, très honnêtement. Il y a même Brianna Hildebrand qui joue donc le personnage de Sonic Teenage... Ouf, je sais plus, là je l'ai plus. Negasonic Teenage Warhead. Voilà. That's the coolest name ever! J'aurais jamais su le ressentir celui-là. Non mais, on sent comme tu disais qu'ils s'éclatent tous parce qu'il y a un espèce de délire à mon avis qui est communicatif de la part de Ryan Reynolds qui consiste à donner envie à tout le monde de s'amuser avec leurs personnages et de pas uniquement les prendre hyper au sérieux, de s'imprégner dans la peau et de vouloir avoir un Oscar comme il fait un petit clin d'œil à la fin du film. J'espère que l'Académie regarde. Il y a juste Colossus où on le sent moins parce que c'est... Il y a malheureusement Image de synthèse où là ça passe un petit peu moins. Mais sinon, il y a même Eddie Marsan qui joue donc le chef de l'orphelinat qui est dans un rôle très secondaire que moi j'ai trouvé très bien parce qu'il en fait pas trop et ça suffit à rendre la scène de fin où il apparaît pour la dernière fois assez délirant. Il fait un peu c'est marrant parce que c'est l'espèce de... Il fait un peu une espèce de méchant ultra pathétique. De fou hyper méchant. Mais du coup, comme c'est un humain simple, il a pas de mutation, rien du tout, il est ultra pathétique. Et il est à la fin en disant vous allez tous crever, machin, etc. Je vous hais, bande de mutants, vous allez tous crever. Il m'a fait penser un peu à Zola dans Captain America, mais vraiment en ridicule, tourné en ridicule. Parce que Zola, c'est pareil, dans le premier Captain America, quand il se fait capturer, bon, il essaie d'emmener il essaie de faire le mais on sent que le mec, il est tout petit, qu'il a, tu vois, il y a un décalage quand même. Et bon, sur la suite des événements, on sait que c'est vraiment un méchant. Mais sur celui-là, il m'a fait un peu penser à ça, justement, sur ce côté un peu pathétique du faux méchant. Enfin, c'est un méchant, mais rien d'impressionnant du tout. Quoi. Qui est tellement pathétique que même la manière dont il disparaît, quoi, c'est juste idéal. Quoi. C'est
Je peux même pas spoiler, j'en ai envie, mais je peux pas le faire. Oh parce non, que c'est non, parce que c'est génial et il faut c'est que les gens génial le et découvrent par eux-mêmes. c'est vachement bien foutu. Non, non, vraiment, il y a. C'est un film qui regorge de bonnes idées quand même. C'est ça, il y a C'est à plein, la fin, plein de c'est ce qu'on bonnes sort. Il y a beau y avoir plein de petits classicismes ou de facilités, c'est quand même un film qui regorge de plein d'idées Ouais, ouais. qui fonctionnent vraiment bien quand Et même. des parallèles, et des clins. Il y a des clins d'œil qui sont même pas des gags en soi, mais que du coup, quand on connaît un peu l'univers. Et qui sont hyper subtils, je et suis qui sont désolé, très mais le subtils, gag qui de passent Basic tous. Instinct, si vous faites bien attention et que vous êtes un minimum cinéphile, dès le moment où la scène va à peine commencer, vous allez l'entendre d'abord et ensuite vous allez le voir. Et ça, Et c'est une ensuite, idée on que va je trouve vous le- hyper Ensuite, fun. le seul problème, c'est juste cette scène-là, il l'explicite. Oui, c'est vrai qu'il l'explicite, mais C'est dommage. c'est le personnage de T.J. Miller qui a tendance, je trouve, à un petit peu trop expliciter pas mal de gags quand même dans le Oui, film. ouais. C'est un petit peu dommage. Et ben, Renan, on arrive à la fin de cette vidéo et j'ai envie de Ouais. me retourner une dernière fois vers toi et de te demander ce que tu retiens de Deadpool 2. Je retiens beaucoup de fun, j'ai rigolé énormément, comme je disais, comme le premier. Après, oui, le fait que je le trouve un peu mieux conçu dans sa construction, dans les gags et tout, qui arrivent toujours à point nommé, qui sont explicités quand il faut, parfois un peu trop, justement, comme on disait tout de suite, mais qui arrivent vraiment toujours bien et qui font toujours rire. Après, c'est comme pour ceux qui suivent ma chaîne, qui veulent voir ma critique de Deadpool, j'avais cette impression que sur le premier, j'allais pas le revoir beaucoup, et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est que finalement, en fait, l'humour, il y a l'effet de surprise qui marche vraiment très bien, et en fait, c'est le genre de film où à force de le revoir, bah, Ça peut perdre un petit peu de sa ça saveur. perd un peu de Ou sa saveur. Ou Et en du tout cas de coup- sa surprise. Et surtout. du coup, finalement, à chaque fois que je me dis que je veux le revoir, je me dis non, parce que du coup, j'ai une bonne impression, et j'ai pas envie de. Voilà. Et je pense que Deadpool 2, ça va être pareil, je vais le revoir, je pense, quand il va sortir en home entertainment, et puis après, je pense que je le laisserai justement bien en bonne Bien qualité dans ma tête. dans une bonne qualité. Voilà, ouais. pour pas. Parce qu'effectivement, c'est comme tout, la plupart des films drôles, je pense à tous les gens qui ont dû découvrir Retour à le futur, par exemple, au cinéma, ils ont dû être morts de rire devant le film. Aujourd'hui, à force de le voir, on trouve tout ça très culte, mais on rigole moins. Oui. On n'a plus cette espèce et c'est comme ça pour quasiment tout. Je veux dire, moi, l'autre jour, j'ai revu les Ace Ventura sur Netflix. Et c'est pareil, c'était très drôle. C'est très drôle la première fois, La et c'est vrai première fois, qu'après, et au bout d'un moment, tu trouves ça un peu lourd. Ouais. Voilà, et au bout d'un moment, ouais, tu le regardes même plus en entier ou en deux fois parce que finalement c'est chiant. Et du coup, ouais, je pense que Deadpool, mais le premier m'a fait un peu la même impression. Je pense que ça va être pareil, c'est que le film va perdre avec le temps, en fait, à force de le voir. Donc, va perdre un peu mais sinon, ça reste un très très bon film. Voilà, c'est pas du tout un aspect négatif. Parce que justement, s'il fait mouche dès la première fois, c'est que. C'est qu'il est bon quand même. C'est qu'il est bon, justement. Mais je pense que je vais essayer de le garder bien au chaud en me disant que c'est un bon film. Et puis, plutôt que de le revoir des années après, me dire, ouais, bon, bah finalement, je rigole plus. Ben, je te soutiens vraiment quasi à 200% là-dessus. Alors moi c'est vrai que du coup le premier Deadpool j'arrive à le revoir un petit peu plus facilement même lorsque chez moi, et j'adore surtout le faire découvrir aux gens qui l'ont pas vu. Mais Oui, c'est ça. c'est vrai que celui-là pour le coup a ce petit côté bigger and louder qui fonctionne, qui arrive à nous entraîner, qui va peut-être faire en sorte qu'il soit un petit peu plus digeste à regarder une deuxième fois, parce que du coup il y a ce côté trop plein qui peut Bah, il y a potentiellement le côté- noyer un petit peu les gags qui vont ne pas nous Oui, puis il y a surprendre quand à même la il y a reprise. quand même l'action qui se suit beaucoup Voilà. mieux et qui est moins. Le film est plus digeste, hein, déjà. Voilà, que le premier. parce qu'on sent qu'en plus il y a un vrai auteur qui le dirige, et ça je trouve c'est essentiel de le rappeler. Il y a aussi Ryan Reynolds qui s'éclate derrière, et du coup ce délire est vraiment contagieux. Enfin vraiment, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire aux gens que Deadpool 2 de David Leitch, c'est vraiment fun à voir en salle. Ouais, très fun. C'est hyper bien fait quand même pour un film de ce calibre-là, et c'est un sacré délire, et ça tient la route quand même du début à la fin. Et pour un film de 2 heures, faut au moins saluer la performance, hein, parce qu'il y a des films de 2 heures qui n'arrivent pas à tenir jusqu'à la fin, et lui il y arrive. Donc rien pour ça, voilà. Renan, merci d'avoir participé à cette magnifique et délicate vidéo. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Évidemment, comme d'hab, je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous alliez voir ce que fait Renan, qui est de retour, comme je le disais déjà sur Infinity War, mais il est de retour sur YouTube après une petite absence. Eh bien, mon cher Renan, comme d'habitude, nous allons dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus.